Alors, est-ce qu'il est allumé? Oui, il est resté allumé. Alors, ce que je voulais dire aussi, avant de commencer, peut-être, c'est que, en fait, je suis venue à connaître un petit peu ces muses, celles que j'ai appelées les muses du blues, parce que j'ai écrit un livre sur le jazz dans l'état de Jalisco où j'habitais au Mexique. Et donc, j'ai lu énormément de choses, et il y a notamment un livre d'un écrivain, enfin d'un historien du jazz français qui s'appelle Noël Baden, qui s'appelle L'Odyssée du jazz, qui est un livre vraiment merveilleux. Et c'est lui qui relève en fait que ces premières personnes, non pas les premières interprètes, mais les premières qui enregistrent des disques, ce sont des femmes. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment, pourquoi. Et aussi on parlera un petit peu de pourquoi le mot muse. J'avais commencé avec ce mot, muse, et puis récemment, dans une autre conférence que j'ai donnée sur ce thème, quelqu'un m'a dit « mais pourquoi muse ?» Et vous allez peut-être comprendre pourquoi cette personne m'a fait la remarque. Alors, en fait, quand on pense au blues, je mets les lunettes, je pense que tous, en fait, quand on pense au blues, on pense plutôt à des hommes, et qui généralement jouent comme ça d'une guitare ou d'un banjo. La première image que j'avais qui a sauté, donc, c'était un homme tout seul, mais dans le même état de pauvreté, de misère que ceux qu'on voit ici qui sont en groupe. Alors, finalement, le blues, d'où ça vient, ce mot, et qu'est-ce que c'est? Donc ce mot qui veut dire cafard, déprime, c'est un genre musical, instrumental, vocal, qui est apparu aux États-Unis dans la deuxième partie du XIXe siècle, au sein de la population noire. Ceux que l'on appelle aujourd'hui afro-américains, donc comme vous le savez dans la condition d'esclaves, mais qui faisaient des travaux très très pénibles, ont commencé à reprendre la musique qui était la leur en Afrique. Quand ils avaient des travaux pénibles à faire, ils organisaient des chants qu'on appelait les work songs. Alors, ici, c'était pour la production du coton, du tabac, de la canne à sucre. Et de cette façon-là, ils arrivaient non seulement à alléger un petit peu les peines, mais finalement à trouver une espèce d'énergie et de force collective. Il y a aussi donc la partie du travail, des work songs, et l'autre partie c'était parce qu'ils avaient été évangélisés, et donc ils organisent leurs chants de prière, leurs spirituals, de la même façon finalement sur ce système qui est dans presque toutes les musiques religieuses où il y a un prêtre quel qu'il soit et une assistance, ou un chef de groupe et un groupe. Donc c'est toujours une espèce, soit une question-réponse, soit une proposition qui est reprise. Et je vais vous mettre maintenant l'extrait suivant. Ça, c'est son nomuse. Je suis un petit peu troublée avec la technique, donc voilà. Maintenant, voici certaines de nos grandes artistes de blues des années 20. Et les work songs, voilà. Je vais vous montrer. Là, c'est Wait a minute. Ce sont des gens qui travaillent sur une voie ferrée. Ça, c'est une... Je crois que c'est de 1926 ou 27. Et vous allez voir comment il y a quelqu'un qui lance une phrase et les autres qui répondent, et il y a un mouvement qui se fait. Travail particulièrement pénible, vous le verrez.
tuer ça a coupé un peu vite. Donc, vous entendez qu'il y a un et les autres qui reprennent ensuite derrière. Et donc le blues, c'est directement la conséquence de l'esclavagisme. Donc après la guerre de sécession, où quand le Nord a gagné, on a promis aux anciens esclaves qu'ils auraient 40 acres, c'est-à-dire 16 hectares et une mule. Évidemment, cette promesse n'a pas été tenue. Quand finalement ils ont pu avoir quelques terres, ils ont eu peu de terres, et du coup, quand il y avait une crise climatique, ou enfin un problème climatique, ou un insecte qui détruisait une récolte, ils n'avaient pas du tout le moyen de se retourner économiquement. Donc en fait, très souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été obligés de revendre leurs terres à leurs anciens maîtres, qui eux-mêmes étaient très peu contents d'avoir à les payer quand ils ont demandé à travailler à nouveau comme employés. Avant, ils étaient gratuits, c'était une main-d'œuvre gratuite, et là, il fallait payer. Donc il y avait du ressentiment de la part des Blancs, et dont toute l'organisation que l'on connaît du Ku Klux Klan et de tous ces groupements très racistes. Et finalement, ce qui se passe, c'est que c'est surtout les hommes, les femmes restent encore un peu, encore longtemps dans le sud, généralement comme domestiques ou employés agricoles, mais les hommes essaient de s'en aller parce qu'ils essaient de partir vers le nord, où ils pensent que le nord qui est industrialisé leur offrira d'autres genres d'emplois, donc plus d'être eux aussi domestiques ou ouvriers agricoles, mais d'être ouvriers dans une industrie quelconque. Et ça leur semble le paradis un peu. Et donc tous ces gens se retrouvent sur les routes. Sauf que sur les routes, ça peut être très difficile, très solitaire. C'était des gens qui, donc, par la structure de la société, avaient vécu ensemble. Et tout d'un coup, ils sont tout seuls sur les routes. Ils se font un instrument comme ils peuvent. Dans une boîte de guitare, dans une boîte de cigares, je veux dire, ils font une guitare, ou ils trouvent un banjo, ou quelquefois aussi l'armée du Nord avait laissé des instruments, donc quelquefois c'est un harmonica. Et en fait, sur le bord des routes, sur les voies ferrées, devant un bar, eh bien, ils racontent leurs peines dans des chansons qu'ils inventent. Et c'est donc une histoire orale qui commence. Et donc leur peine, ça peut être la misère, ça peut être la fille qu'ils ont essayé de draguer la veille qui n'a pas voulu, ou la femme qui leur est infidèle, ou enfin mille sujets. Mais pour l'instant, ce sont des chants qui ne sont pas encore très structurés, très organisés. Quand on pense au blues, et particulièrement quand on joue du jazz comme moi, comme Bertrand ici, et peut-être d'autres gens dans la salle, quand on pense à un blues, c'est une musique en 12 mesures, avec cette phrase, la reprise de la phrase, et une sorte de conclusion. Donc 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures. Cette structure-là, elle va prendre un petit peu de temps à s'installer, autant que ce chemin, comme ça, 6 millions de gens émigrent du sud vers principalement Chicago et Detroit. Donc voilà, c'est une situation un petit peu très compliquée. Et voilà, ce que dit par exemple l'actrice, je ne sais pas si vous connaissez une actrice qui s'appelle Viola Davis, qui a joué dans un film qui s'appelle Ma Rainey's Black Bottom. Ma Rainey, on va en parler, c'est la seconde chanteuse dont on va parler. Et il y a eu un film sur Netflix qui a été fait, et on la voit, c'est une séance d'enregistrement, c'est une journée, c'est comme du théâtre au fond, et c'est une journée de Ma Rainey avec tout ce que ça représentait. Ça couvre beaucoup de sujets à la fois. Et Viola Davis, qui est l'actrice qui incarne Ma Rainey, dit « You don't sing to feel better,
You sing because that's a way of understanding life. Vous ne chantez pas pour vous sentir mieux, vous chantez parce que c'est une façon de comprendre la vie. Le blues, ça y est, non. Le blues vous aide à sortir du lit le matin. Et quand vous vous levez, vous savez que si vous avez ce blues dans la tête, que vous l'écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui aussi chante ce blues et qui vit la même chose que vous. Et grâce à cette tradition orale, donc, les Afro-Américains continuent à documenter leur histoire dans un langage qui leur est propre. Parce que aussi, c'est ça une des particularités de ce blues qu'on va écouter, c'est que c'est un anglais qui n'est pas un anglais, entre guillemets, correct. C'est un anglais qui est pas très facile d'ailleurs à comprendre pour nous, pour moi en tout cas. Et cette lamentation donc reprend un petit peu reprend les formes de la work song. Donc ce qui se passait, c'est que les gens qui créaient les blues sur les routes, etc., c'était souvent des hommes. Mais l'industrie du disque, c'était une industrie, les gens qui avaient la capacité monétaire d'acheter les disques, c'était les blancs. Et les compagnies de disques pensaient que ça n'intéressait pas du tout les blancs d'entendre les misères économiques ou émotionnelles des noirs, et encore moins les histoires de séduction, tout ce qui est trait à la séduction, à l'amour et au désamour. Ils n'avaient pas du tout envie d'entendre ça de la part des hommes noirs. Et donc, c'est là où il va y avoir un changement et il va y avoir une grande surprise. Donc, voilà, la première personne ensuite qui va faire produire ce changement, c'est Mamie Smith, la reine du blues. Vous allez voir qu'elles ont été appelées la reine impératrice, the queen of this, the queen of that, non? Donc, Mamie Smith, elle était une personne qui a travaillé, qui était née à Cincinnati, dans l'Ohio. Elle commence très jeune, elle commence certaines à 9 ans, 10 ans, 15 ans, à travailler comme chanteuse ou comme danseuse. Quelquefois pianiste aussi, c'est son cas, Mamie Smith, et dans des spectacles locaux et quelquefois dans ce qu'on a appelé des vaudevilles. Donc je reviendrai là-dessus sur les vaudevilles et les minstrel shows, je reviendrai sur ces définitions. Il se trouve qu'elle avait fait la connaissance, dans un show, elle avait fait connaissance de ce monsieur, Perry Bradford, pianiste et compositeur, qui avait très envie de placer une chanson à lui. Mais la compagnie de disques lui disait, mais oui, d'accord, tu le feras, mais avec la chanteuse blanche, bien sûr, Sophie Tucker. Et coup du destin, Sophie Tucker, au moment de la date de l'enregistrement, est malade. Et là, Perry Bradford dit, non mais alors là, c'est vraiment le moment, il faut que j'y arrive. Et il propose donc d'enregistrer son Crazy Blues avec Mamie Smith. Alors, j'ai essayé pour toutes ces chansons de vous mettre, quelquefois, voilà, là c'est juste un disque, il n'y a pas de vidéo, donc je peux le mettre en tout petit. Enregistré donc 10 août 1920 à New York. C'est Mamie Smith et les musiciens, c'est un groupe en fait de jazz. Donc vous allez voir la différence un petit peu de style entre Mamie Smith qui a cette façon un peu lente de chanter le blues, c'est encore un blues un peu rural, et l'orchestre derrière qui commence avec ce qu'on connaît du blues, du jazz New Orleans, avec les instruments qui tricotent derrière, la clarinette qui va de bas en haut, le trombone qui fait des glissements comme ça, la trompette qui souvent double la mélodie, le banjo ou le piano qui fait cling, 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 qui marque le temps. De la même façon que sur la voie ferrée, si vous avez vu, ils font
cette espèce de rythme régulier avec ces barres de métal qu'ils avaient. Il y avait une pulsation déjà. Hein. Donc ici, pendant que je passe la chanson, vous pouvez le lire en anglais, mais c'est donc une histoire de « je ne peux pas dormir la nuit parce que mon homme ne me traite pas bien, d'ailleurs il est parti, il me reste qu'à pleurer ». Pour moi, je l'aimerais toujours, c'est un petit peu comme il me fout des coups, pensez à la chanson, il me fout des coups et j'en suis à bout, mais que voulez-vous, je l'ai dans la peau, je l'ai tellement dans la peau, ben c'est pareil. Maintenant, donc le Now I Got the Crazy Blues, je l'ai mis en gras. C'est maintenant j'ai ce foutu cafard depuis qu'il est parti. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois le trouver aujourd'hui. À un moment, elle pense aussi mettre sa tête sur les rails. Et puis elle se dit non, c'est vraiment trop bête. Donc elle renonce à se suicider pour cet homme. Alors je vous mets. C'est juste la pochette de disque, hein, donc il n'y a pas de vidéo. En 1920, on n'a pas l'enregistrement vidéo. Voilà, donc, il faut que je reprenne. Voilà, bon. Voilà.
Donc, vous voyez que c'est très scandé encore. Il n'y a pas de batterie, hein. C'est juste la guitare, le banjo ou le piano qui marquent le temps, comme ça. C'est pas encore très très syncopé comme presque tout de suite le jazz. Ceux qui font des syncopes, c'est ceux qui sont derrière. Les syncopes, ce sont tous les contretemps, hein, tous les hop 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 hop. C'est un peu difficile à expliquer comme ça. Mais voilà, donc vous avez entendu comme les musiciens derrière font une espèce de tissage d'accompagnement. Donc ils sont à la fois très indépendants, parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, mais ils sont toujours quand même en accompagnement derrière elles. Alors, non, non, non. Voilà, alors on va revenir à ça. Donc, le succès de ce disque est absolument immédiat. Les ventes atteignent 1 million de copies en moins d'un an. Et les labels réalisent alors que Perry Bradford avait tout à fait raison. Et qu'en fait, il y avait un public de consommateurs de cette musique qui étaient les Noirs, les Afro-Américains, et qu'ils étaient tout à fait disposés à dépenser de l'argent pour des disques qui leur rappelaient le pays, qui leur permettaient eux aussi de chanter chez eux leurs émotions. Donc les différentes compagnies de disques vont... il va y avoir un véritable mouvement, hein, tout Paramount, Victor, RCA, OK Records, Black Swan, Columbia, toutes ces compagnies de disques vont avoir leur chanteuse afro-américaine qui va chanter du blues. Ils vont faire énormément d'argent et ils vont créer ce mouvement dont je parle, va s'appeler Race Records, nom des disques pour la race. En plus, donc ça va être tout le long des années 20, jusqu'au crash financier de 1929. Là, après, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, Mamie Smith devient une grande star, hein, une superstar de la décennie des années 20. Alors que la scène était peu favorable aux femmes dans le business de la musique, Mamie Smith réussit à maintenir le contrôle de sa carrière, tourne avec sa propre équipe, maintient son propre orchestre, qui sont ses Jazz Hounds, et elle est très bien payée grâce à son succès financier. Elle s'achète de jolis vêtements, des costumes de scène, des bijoux, et elle devient la pionnière de ce qui s'est appelé la High Life, hein, qui est ce style un peu extravagant de s'habiller, d'avoir des bijoux, etc., sur scène, mais aussi dans la vie, ou alors plus tard d'avoir des grosses voitures, etc. Et donc, elle devient The Queen of Blues. Cependant, malgré son immense succès et sa contribution à l'industrie, ces dernières années sont un peu moins glamour et elle participe aux premiers films parlants, mais elle meurt sans le sou en 1946 parce que toutes les années 30, ça a été le désert pour elle. La compétition était très forte entre toutes ces chanteuses et bon, pour peu que l'une, je ne sais pas, passe de mode, c'est parce que l'autre était plus en avant et donc certaines n'ont pas trop réussi à se maintenir dans le difficile business de la musique. Ma Rainey, donc, alors je reviens sur ce que c'est que cette image un petit peu bizarre d'un minstrel show. Le minstrel show, c'était des spectacles dont le thème, alors il y avait chanteurs, danseurs, comédiens, des gens qui faisaient des numéros, et tout le sujet, c'était de représenter et de se moquer de la vie des esclaves dans les plantations. Ça avait un succès phénoménal, et c'était des Blancs qui jouaient et qui se grimaient. Donc, comme vous le voyez, ce chanteur, Milli Vann, ou comédienne, donc un artiste plutôt, comment on appelle ça en français, comédienne, quelqu'un qui fait rire les gens. Un comique, voilà, un comique, merci.
Et donc vous le voyez maquillé dans la photo à droite. Et plus tard, les Noirs aussi ont monté leur propre troupe et ont pu être engagés dans des troupes de Blancs ou ont montré leur propre troupe. Et ça a été donc la possibilité pour beaucoup d'artistes de commencer à travailler ou de continuer à travailler parce que c'était des spectacles qui étaient itinérants et qui avaient du succès. C'est-à-dire que quand ce sont après les Noirs, les Afro-Américains qui sont les artistes, évidemment, ils ne se moquent pas d'eux-mêmes, au contraire, donc ils essaient plutôt de trouver le côté humoristique, ce qui fait que ça plaît encore plus à leurs spectateurs. Il ne s'agit pas de se moquer de soi-même. Le vaudeville, qui est aussi une autre source de spectacle, c'est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui le cabaret, hein, une espèce de parodie, les choses qui sont des couplets spirituels, satiriques, souvent sur des airs populaires. Donc, un soir de notre fameuse Ma Rainey, ben voilà, je vais la trouver ensuite. Ah, ça c'était Mamie Smith, c'était pas elle, c'est pas elle. Voilà, Ma Rainey était née en Géorgie, Gertrude Pritchett, en 1886. Et elle commence à chanter professionnellement à 14 ans dans sa ville et donc à travailler soit dans le vaudeville, soit dans les minstrel shows, les spectacles de minstrel, de ménestrel, on traduirait, mais ça ne veut rien dire en français, dans le sud rural. Et un soir de 1902, lors d'un spectacle, elle a 16 ans et elle entend une jeune fille qui chante du blues. Et c'est une mélodie qui est un style nouveau. Et elle est subjuguée par cette musique et elle décide de l'inclure dans ses numéros. Elle commence à tourner dans une troupe qui est importante, qui s'appelle, je pense que... attendez, voilà, c'est ça. Je ne vais pas pouvoir retourner en arrière. Ça, c'était l'image de publicité du spectacle de sa troupe, de Rabbit's Foot, des ménestrels. Je peux revenir en arrière, Olivier? La flèche qui monte. Ben, il n'y a pas de flèche qui monte. Ah, la flèche qui monte, oui, d'accord, c'est bon, c'est bon. Très bien. Voilà, donc elle va chanter, elle va créer un de ses grands tubes, c'est ce Moonshine Blues. Alors, la moonshine, c'est un petit peu, c'est la lumière de la lune, et un peu comme en français, la lune, ça peut avoir plusieurs sens. En fait, c'est une chanson d'une prostituée. Donc, on va l'écouter, Ma Rainey, et on parlera ensuite de... Sober, I ain't gonna drink no more.
Voilà, donc là, Ma Rainey, quand on la voit dans ce film incarné par Viola Davis, donc c'est très impressionnant. Vous savez, ce sont ces enregistrements où on ne pouvait pas vraiment se tromper. Ils étaient tous devant un micro, elle un petit peu devant, et les instrumentistes placés derrière elle, un petit peu ordonnés de façon à ce que la puissance des différents instruments soit respectée dans l'enregistrement, ce qui n'est pas toujours très très facile. Mais vous voyez que dans ce cas-là, c'est très lent, hein, c'est très scandé comme ça. Et on a déjà la structure avec la phrase qui se répète et la troisième partie, mais aussi on a un petit peu cette façon qui est ce qui existe dans toute la musique populaire, d'avoir des thèmes, un premier thème, et puis on colle un deuxième thème un petit peu qui n'a pas forcément toujours quelque chose à voir. Donc c'est une autre partie de l'histoire, d'une histoire qu'on raconte. Voilà. Alors, elle aussi, hein, immense succès. Alors, elle a, je ne sais plus combien, je ne sais pas si je l'ai marqué ici, combien de disques ils ont vendus en rien de temps. Elle a tourné donc dans tout le sud, l'hiver en théâtre, dans le sud en particulier à la Nouvelle-Orléans. En général, il restait l'hiver à la Nouvelle-Orléans. Là, elle a connu Louis Armstrong, Sidney Bechet, King Oliver, tous les grands musiciens de jazz, en fait. Et puis, à la belle saison, mais ils étaient sous chapiteau, donc jusque dans les plus lointaines campagnes. Ils installaient le chapiteau et les gens venaient les voir, traverser la campagne pour les voir. Et donc, elle est déjà très populaire quand on vient la chercher pour faire ce disque, et c'est Paramount qui vient la chercher. En tant que femme afro-américaine, elle a tout à fait conscience de son statut de dominée, et chanter le blues lui permet de dépeindre sa réalité sociale et de ne pas accepter les normes sociales. Elle écrit très vite, elle écrit ses propres chansons, elle a son franc-parler, elle parle haut et fort, elle revendique le même salaire que les hommes et veut être payée d'avance. Elle enregistre donc à partir de 1923 et elle doit apprendre, quand elle est dans le sud, comme c'est un sud qui est ségrégé, tous les gens avec qui elle traite sont noirs. Donc elle sait comment ça marche, comment elle a l'habitude. Mais quand elle est dans le nord, elle est confrontée à ce que certains ont appelé le pouvoir blanc, les directeurs de théâtre, les agents, les managers. Quand vous regardez ce film, si vous le voyez, vous comprendrez ce que ça veut dire. C'est que là, en fait, on essaie de grignoter chaque centime sur sa session d'enregistrement. Donc elle finit par contrôler les sessions d'enregistrement, c'est elle qui paie ses musiciens et elle veut donc être respectée. Donc, par contre, en 1928, donc elle continue à enregistrer beaucoup jusqu'en 1928, là, Paramount décide de terminer le contrat de Ma Rainey en lui disant que sa façon de chanter le blues n'est plus à la mode, c'est trop vieux jeu, vieux style et tout ça. Donc elle continue ses tournées dans tout le pays jusqu'en 1935 et finalement, quand elle décide de se retirer, elle, en bonne gestionnaire qu'elle avait été, illettrée, elle ne savait pas ni lire ni écrire, mais elle savait compter. Et quand elle s'est retirée dans sa ville, en Columbus, Georgia, là où elle était née, elle achète 2 théâtres et elle aussi continue donc cette fois-ci à héberger ses troupes, à inviter ses troupes à venir donner leur spectacle dans ces 2 théâtres. Et c'est de cette façon-là qu'elle termine sa vie. Elle meurt à 53 ans et sur sa tombe, il était écrit « Femme au foyer ». Donc vous voyez que entre celles qui ont eu aucune inscription sur leur tombe après avoir été des superstars ou femmes au foyer, ça vous colle le blues un peu, non, quand même.
Voilà, alors Bessie Smith maintenant, la grande Bessie. Ah oui, ça je vais un petit peu plus vite parce que sinon on ne termine pas à temps. Voilà la grande et très belle Bessie, l'impératrice du blues. Née dans le Tennessee, dans un taudis, elle a 7 frères et sœurs. Ils sont presque tous musiciens. C'est la sœur aînée, ils deviennent orphelins très tôt. C'est la sœur aînée qui les élève. Et grâce en fait à ses frères, d'abord toute jeune, elle commence à chanter dans les rues à 9 ans. Et plus tard, en fait, son frère, un autre frère, lui l'a fait entrer aussi dans une troupe. Et il se trouve que c'est la troupe où chante Ma Rainey. The Rabbit Foot Minstrels. Donc là, elle était danseuse à ce moment-là, elle n'était pas encore chanteuse. Et c'est Ma Rainey en fait qui va lui apprendre plein de choses. Donc elle va lui apprendre à chanter, mais elle va lui apprendre aussi sa présence en scène, elle va lui apprendre à s'habiller, à acheter les habits, les bijoux, etc. dont elle aura besoin plus tard. Et bon, quand elle devient indépendante un petit peu du chaperonnage de Ma Rainey, elle part, elle est danseuse de ce qu'on appelle chorus line en anglais, c'est-à-dire ces danseuses qui chantent, qui par exemple lèvent la jambe exactement à la même hauteur, enfin toutes ces danses très synchronisées. Donc ça veut dire qu'elle a une parfaite conscience de ce que c'est un spectacle, hein, quand vous faites ce genre de métier, puis tous les jours, etc. Et elle aussi, elle travaille l'été sous chapiteau et l'hiver en théâtre. Ces associations de théâtre s'appellent Theatre Owners Booking Association. C'est-à-dire l'association des théâtres, des propriétaires de théâtre qui font on dirait le booking maintenant, les engagements. Mais ces lettres, T-O-B-A, les artistes noirs disent que ça veut dire tough on black asses, c'est-à-dire un peu dur sur les derrières noirs. Donc parce que peut-être qu'ils gagnaient pas beaucoup. Bessie, elle, déjà commence à gagner $10 par semaine, ce qui était beaucoup à l'époque. Et en plus, elle reçoit, les gens lancent des petites monnaies comme ça sur la scène quand elle se produit, ce qui fait que elle gagne bien plus d'argent que ces $10. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que c'est la période de la prohibition, donc avec des tas de théâtres, de dancing clandestins. Et c'est très bon pour la musique, hein, évidemment. C'est pas très bon pour les artistes parce qu'au lieu d'être payés en alcool, ils sont souvent payés en drogue aussi. Donc ça, c'est ce qui a causé beaucoup de dégâts dans la communauté des artistes afro-américains. Et Bessie, par exemple, un soir en 1923, elle donne un spectacle pour un théâtre exclusivement blanc. Et puis après, elle part à la chanter dans une radio et qui s'appelle la WMC, YMC. À Memphis, et donc là elle arrive dans tous les foyers des gens. Donc en fait non seulement le disque a le rôle de diffusion, mais la radio aussi continue le travail de diffusion du blues chez les gens, jusque dans les foyers, et de quelque couleur que ce soit. Donc elle atteint, dès le début des années 20, elle atteint un très très grand succès. C'est la chanteuse la plus populaire, elle exerce une énorme influence sur ses contemporains et les générations suivantes. Donc on va l'écouter maintenant dans une chanson qui s'appelle Downhearted Blues, dont j'ai mis les paroles, là, et que c'est dur d'aimer quelqu'un quand cette personne ne vous aime pas. Donc elle a le cœur brisé, alors c'est pareil, hein, j'étais fou d'un homme, j'étais folle d'un homme, ça c'est les traductions
que je n'ai pas vérifié. Il m'a maltraité tout le temps. Le prochain homme que je reçois doit me promettre d'être à moi, tout à moi. Donc ces thèmes de la maltraitance, ces thèmes de l'infidélité, etc., ça revient dans beaucoup, beaucoup de blues. L'infidélité des deux côtés. Les chanteurs et chanteuses parleront de ça. Mais donc il y en a qui vont... Hop. Pardon. Aïe. Ah, comme ce qu'il m'a dit. Voilà. Voilà. Donc on va l'écouter. Voilà, Downhearted Blues. Ah, chaque fois je me trompe. Voilà. C'est triste, hein, toutes ces histoires. Donc, ça devient un hit, hein, cette chanson, 750 000 exemplaires vendus. Et donc, elle tourne Bessie Smith, la grande star, elle a son propre show, elle arrive à avoir même son propre wagon de train. Et partout où elle va, les gens ont déjà entendu le disque ou ils l'ont entendu à la radio. Elle va réaliser plus de 160 enregistrements pour Columbia, souvent accompagnée par les meilleurs musiciens de l'époque, dont Louis Armstrong,
Coleman Hawkins, grand saxophoniste, Fletcher Henderson, James P. Johnson, Joe Smith, Charlie Green, voilà, des musiciens de l'époque. Et pourtant, la dépression des États-Unis la gagne, et bien qu'elle ait gagné beaucoup d'argent pour la vente de ses disques, comme en fait elle ne savait pas lire, elle n'avait pas de signé de contrat, et en fait la compagnie de disques a fait vraiment énormément d'argent, mais elle en a fait, et elle en a fait beaucoup, mais au fond jamais autant en proportion. Et donc quand c'est la période des vaches maigres, eh bien sa vie devient très très difficile, et elle tourne dans des toutes petites productions, et finalement elle arrive à faire quelques films, hein, puisque c'est le début du cinéma parlant. Elle arrive à faire quelques petites choses dans le cinéma parlant, mais très vite sa vie devient très très difficile. Le vaudeville est une forme de spectacle qui disparaît parce que le cinéma le remplace, et donc elle arrive un petit peu à s'en sortir parce qu'elle arrive à s'adapter et chanter du jazz, donc elle continue à travailler un petit peu, mais bon, il y a quand même un déclin, et c'est au moment où elle va avoir un renouveau en 1937, elle va se remarier, elle va enregistrer des disques et tout ça, et là, elle a un terrible accident de voiture et elle meurt. Il y a d'ailleurs toute une controverse, parce que certains disent qu'elle n'a pas été amenée à un hôpital qu'il a accepté parce qu'elle était noire. Donc ils ont perdu du temps, et après c'était trop tard. Voilà, donc ça c'était les trois grandes, immenses chanteuses qui ont fait vraiment, qui ont pris le haut du pavé du blues. Mais maintenant on va écouter aussi Clara Smith, qui était une chanteuse du Texas. Alors, ça je vous le mets pas, je peux vous le mettre après si on a eu le temps. Oups. Ça, c'était Bessie. Qu'est-ce qu'il me dit là? Suivante. Je vais trop vite. Voilà, ça c'est Clara Smith, considérée comme the Queen of the Mourners, c'est-à-dire la reine on pourrait dire du gémissement, de la plainte. C'est cette façon qu'elle a, comme le trombone qui fait ouin comme ça. Eh bien, elle a un petit peu tendance à faire ce son quand elle chante. Alors, elle s'est un peu spécialisée aussi. C'est la même histoire. Elle commence très jeune, à 14 ans, je crois. 18 ans, elle commence à travailler dans les circuits de théâtre afro-américains, donc les TOBA. Elle enregistre très vite, à 20 ans, quelque chose comme ça, elle commence à enregistrer avec Columbia Records. Et elle a un grand succès commercial. Elle s'installe à New York, et là elle se produit aussi dans des cabarets et des bars clandestins. C'est donc celle qui commence à utiliser plutôt ce gémissement. Il y aura une autre chanteuse qu'on va écouter après, qui a cette façon, qui est plus nette d'ailleurs, qui est plus accentuée chez elle, d'utiliser ce gémissement. Et son style se rapproche du style rural, du blues rural de Ma Rainey. 122 enregistrements avec Columbia et des ventes records, surmontés par Bessie Smith seulement. Elle est connue dans tout le pays, même jusqu'en Californie, jusqu'à l'ouest des États-Unis. C'est très très rare pour une chanteuse de blues, et surtout à l'époque. Les chansons qu'elle écrit, alors certaines elle les écrit ou elle les interprète, sont peut-être un peu plus optimistes que les autres, et quelquefois à contenu sexuel très explicite. L'extrait qu'on va écouter, ça n'est que jeu de mots et jeu de mots et jeu de mots sur Monsieur Mitchell, visiblement grand pâtissier qui sait très bien pétrir la pâte.
et qui fait des gâteaux délicieux et qui, je sais pas, des gâteaux à la crème par exemple, etc. Donc, on va écouter Clara Smith et ses sous-entendus. Mr. Mitchell, I'm crazy about your sweet poontang. Oh, Mr. Mitchell, I'll tell the world that it's a wang. I like your good peach cobbler and your apple pie, but when I get your poontang, you will hear me cry. Oh, Mr. Mitchell, I'm crazy about your sweet poontang. Mr. Mitchell owned a sweet confectionery stand way down south in Louisiana. Mr. Mitchell always have good pies and cakes on hand, serves you in a pleasing manner. Miss Lindy Lou, she tasted his brand new confection. Mr. Mitchell called it sweet poontang. And when Miss Lindy Lou with it made good connection, this is what she yelled before the gang. Oh, Mr. Mitchell, I'm crazy about your sweet poontang. Oh, Mr. Mitchell, it's got me going with a bang. Your cherry pie is juicy, so is your jelly roll. But when you give me poontang, I just lose control. Oh, Mr. Mitchell, I'm crazy about your sweet poontang. Give me lots of poontang, please don't make me please. Can't you see you really got just what I need? Oh, Mr. Mitchell, I'm wild about your sweet poontang. Osez. Alors la chanteuse suivante, elle meurt, Clara Smith meurt très jeune, à 41 ans, d'une maladie cardiaque. En fait, la plupart de ces chanteuses meurent quand même très jeunes, pour différentes raisons, mais toutes assez jeunes. Ida Cox, the uncrowned queen of the blues, celle qui n'est pas couronnée, la reine non couronnée. Elle a commencé à chanter plutôt dans sa chorale, dans la chorale de la African Methodist Church. Mais finalement, très tôt, à 14 ans, elle rejoint les troupes d'un minstrel show et elle tourne aussi dans les circuits de ce fameux Toba. Elle se produit avec le pianiste. Vous avez remarqué que là, les derniers extraits que j'ai mis sont accompagnés plutôt au piano. Je n'avais pas choisi ça, c'est comme ça. Je n'avais pas fait vraiment même attention jusqu'à présent, mais donc peut-être c'est un choix qui a été fait ensuite de simplifier les enregistrements parce que il y a finalement que 2 personnes à payer. C'est peut-être ça, ou c'est peut-être le choix des chanteuses aussi de ne pas avoir tout ce barda, tout ce bruit derrière, parce que Ma Rainey, par exemple, elle n'aimait pas beaucoup ça. Elle trouvait qu'ils en faisaient trop, les musiciens. De même que plus tard en jazz, Billie Holiday, elle n'aimait pas beaucoup, par exemple, quand Charlie Parker, le grand saxophoniste, l'accompagnait, parce qu'elle trouvait qu'il en faisait trop, il mangeait sa place, quoi.
il prenait trop de place. Donc peut-être que c'est ça aussi. Elles avaient peut-être envie de chanter tranquillement leurs chansons. Dans les années 20, elle chante donc pour une radio à Memphis. Elle tourne comme vedette. On la retrouve à Chicago avec l'orchestre de King Oliver. King Oliver, c'est celui qui a fait la carrière de Louis Armstrong. C'est grâce à lui que Armstrong a vraiment commencé. Il a tout appris avec King Oliver dans un grand club de Chicago. Et elle enregistre à Chicago, donc, pour Paramount, de 1923 à 29. Donc, 29, c'est toujours un peu la date butoir. Bien que moins citée que les grandes stars du blues, elle est surnommée donc la Uncrowned Queen of the Blues. Elle rencontre aussitôt le succès et tout le long des années 20, elle a du succès. Elle forme même, du coup, quand on cesse de l'inviter, elle forme sa propre compagnie et elle commence à enregistrer aussi avec. Elle a ses propres moyens pour enregistrer. Et elle, voilà, donc elle travaille avec Vocalion, avec OK Records, et elle est accompagnée de grands musiciens. Mais elle aussi meurt tôt, en 1945, elle a une crise cardiaque. Ah non, c'est pas vrai. Pardon, elle a une crise cardiaque en 45, mais elle meurt en 67. Ah, vous l'avez là, c'est pour ça. Ah, je peux pas dire de bêtises. Voilà, on va l'écouter. 4-Day Creep. Donc là, c'est un thème. Si vous perdez votre argent, c'est pas trop grave. Non, perdez pas l'esprit. Mais par contre, si vous perdez votre homme, s'il vous plaît, ne venez pas draguer le mien. Ne venez pas me prendre le mien. Je vais d'ailleurs m'acheter un bulldog, parce que les hommes sont doggone crooked. Ils sont, qu'est-ce que j'ai traduit? Ils sont tordus, oui. Enfin, c'est plus que tordus, c'est sournois ou. J'ai peur que mon type se barre, se barre pour 4 jours, donc je m'achète un bulldog pour qu'il reste à la maison. Les filles, je vais vous dire ça, je vais rien vous dire d'autre. Toute femme est folle si elle pense qu'elle a un homme pour elle toute seule. Mais, but if you got a good man, mais si vous avez un homme qui est bien et que vous voulez pas qu'on vous le vole, ne racontez jamais à votre ami ce que votre homme peut faire. Hein. Et il y a une chanson qu'on va écouter après qui est un petit peu dans le même esprit. Alors voilà, Ida Cox, elle est plus classique, je dirais, elle est moins exubérante, mais vous allez voir, elle a une très belle voix aussi. Alors, hop. When you lose your money, don't lose your mind. When you lose your money, don't lose your mind. When you lose your good man, please don't mess with mine. Girls, I'm gonna tell you this, ain't gonna tell you nothing else. Girls, I'm gonna tell you this, ain't gonna tell you nothing else. Any woman's a fool who thinks she's got a whole man by herself. Girls, I'm gonna tell you this, ain't gonna tell you nothing else. Any woman's a fool to think she's got a whole man by herself. But if you got a good man and don't want him taken away from you, girls, if you got a good man and don't want him taken away from you, don't ever
Voilà. Alors. Je trouve j'aime bien sa voix. Je trouve qu'elle a une façon de chanter qui est très agréable. La chanteuse suivante, alors là c'est tout un personnage. C.P. Wallace, the Texas Nightingale, le rossignol du Texas. Donc, elle commence à l'âge de 12 ans. Alors elle, oui, elle a vécu très longtemps. Oui, elle oui, presque centenaire. Elle joue du piano, elle joue dans sa famille, et elle se produit à Houston et à Dallas avec sa sœur. Et à 16 ans, elle s'installe à Saint-Louis, au Missouri, et elle signe un contrat avec les disques OK. Elle enregistre sa première chanson, Black Snake Blues, qu'elle va chanter... Attendez, parce que là j'ai fait une bêtise. Oui, non, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Je reviens en arrière. Elle, pardon, c'est la fille d'un diacre de l'église baptiste à Houston aussi. Et elle a 12 frères et sœurs. Elle connaît le succès du jour au lendemain avec son premier disque, Up the Country, et elle vend plus de 100 000 exemplaires dans les 3 premiers mois. On la demande donc très vite partout, dans les tournées de vaudeville, dans les théâtres Toba. Et en 27, elle s'installe à Détroit et elle enregistre 48 chansons avec la grande... Elle enregistre 48 chansons. Elle tombe un peu dans l'oubli avec la dépression dans les années 30. Et ce n'est que vers la moitié des années 40 qu'avec la renaissance, une certaine renaissance du blues, elle est réinvitée à enregistrer. Il y a un fan de blues qui, dans les années 65, se rend compte que C.P. Wallace vit à Détroit et l'incite à chanter à nouveau. Et elle commence à travailler un peu plus, mais c'est finalement la chanteuse de country de blues et country qui s'appelle Bonnie Raitt, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une grande admiratrice de C.P. Wallace, qui l'invite à chanter avec elle. Alors C.P. elle a déjà 72 ans, je crois, à ce moment-là. Elle l'invite à chanter dans un festival important à Ann Arbor Blues and Jazz Festival. C'est difficile à dire. C'est un festival qui est connu aussi pour le jazz. Et leur duo sur la chanson un petit peu emblème de C.P. Wallace qui s'appelle Women Be Wise, Don't Advertise Your Man, donc femmes soyez avisées, ne faites pas la pub de votre partenaire, de votre homme. Elles continuent toutes les deux à chanter dans les festivals. Et finalement, C.P. Wallace meurt en 1986. Et on va l'écouter ici. Alors, il faut que je vous explique un petit peu, parce que je crois que je n'ai pas de traduction pour celui-là. Et elle a une prononciation un petit peu curieuse. Donc elle dit « Women be wise », donc « Femmes, soyez avisées ». Fermez-la, en quelque sorte. Gardez votre bouche fermée, mais shut, elle dit shit. Keep your mouth shut. Elle dit, ne faites pas la pub de votre homme. Ne restez pas assise à bavarder, à expliquer et à faire des ragots, à expliquer comment votre homme peut, tout ce qu'il peut faire au lit. Nous sommes... Il y a des femmes aujourd'hui qui sont pas des bonnes femmes, qui sont pas gentilles. Elles vous riront à la figure et ensuite elles essaieront de vous voler votre homme. Women be wise, keep your mouth shut, etc. Votre meilleure amie, ça je sais pas très bien ce que ça veut dire highbrow. Elle a du style, elle change de vêtements 3 fois par jour. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle est en train de faire maintenant pendant que vous êtes si loin? Elle aime votre homme sur votre lit. Vous feriez mieux d'appeler un docteur et de vous faire analyser.
femmes, soyez avisées, etc. Elle recommence. Les filles, racontez pas vos secrets. Toutes ces bonnes choses, toutes ces merveilles qu'il peut faire. Si vous parlez de votre bébé comme ça, que vous dites qu'il est si parfait, hein, moi-même, je risque de ramper, enfin de me faufiler et d'essayer de faire en sorte qu'il soit à moi. Alors, ne soyez pas idiote et ne faites pas la pub. Thank you. And now my brother Montgomery will play the other two compliments that I will sing. First, women, keep your big mouth shut. Now, women be wise, keep your mouth shut. Don't advertise your man. Don't never sit around explaining just what your good man really can do. For these women nowadays, they ain't no good. They laugh in your face, then try to steal your man from you. Now women be wise, keep your mouth shut, and don't advertise your man. Don't be no fool, don't advertise your man. Now women be wise, keep your mouth shut, and don't advertise your man. Don't never sit around, girls, explaining to your girlfriends just how good your man really is to you. No, cause these women nowadays, they ain't no good. They'll laugh in your face, then try to steal your man from you. Now women be wise, keep your mouth shut, and don't advertise your man. Don't be no fool, don't advertise your man. What-a-da-da, 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 what-a-da. What-da-da, what-da-da, explaining what your good man can do. 'Cause these women nowadays, they ain't no fool. They'll laugh in your face, and they really will take your man from you. Oh, women be wise. Take my advice. Don't advertise your man. Don't be no fool. Don't advertise your man. Now, women be wise. Keep your mouth shut. Don't advertise your man. Don't never sit around, girls, holding no conversation, telling those girls how good your man really is. 'Cause these women nowadays, they ain't no good. They laugh in your face, then try to steal your man from you. Now women be wise, keep your mouth shut, and don't advertise your man. Don't be no fool, don't advertise your man.
oui, bah ça c'était... C'est toi qui dis ça. Oui, oui, ça, elles étaient souvent... Pardon. Quand on voit... Bon, comment dire, puisque les spectacles étaient séparés, les blancs et les noirs étaient séparés dans les salles de spectacle, je jouais soit devant des blancs, soit devant des noirs, mais pas mélangés. Le Green Book, je ne sais pas si vous avez vu ce film, The Green Book, c'est très intéressant parce qu'en un film, on comprend beaucoup de choses sur la tournée. Ça pourrait être Nat King Cole d'ailleurs, dont c'est la tournée, c'est pas cette tournée-là, enfin c'est pas lui, mais voilà. Alors là, ensuite nous avons un autre personnage qui est Victoria Spivey, et si vous voulez bien, je vais aller tout de suite à sa chanson, parce que finalement c'est une chanson qu'elle chantera toute sa vie. Donc l'histoire c'est à peu près la même. Beaucoup de frères et sœurs, elle commence très jeune au Texas aussi. Vous avez entendu le Texas Moan? Oh, women be wise. Vous avez entendu l'effet trombone? On va l'entendre aussi, je crois, avec Queen Victoria, qui était du Texas. Et bon, c'est un petit peu la même carrière, hein, avec des enregistrements, des tournées, etc. Elle aussi, elle va participer à des films. Mais je vais vous la faire découvrir directement avec sa chanson Black Snake Blues. Donc ça, c'est pour aller plus vite, hein, un serpent noir a conduit mon cavalier, c'est-à-dire mon homme, entends-moi pleurer Seigneur. Il l'a induit en erreur, il l'a emmené dans l'erreur. Alors je ne vais pas rester longtemps ici. Je ne vais pas vous en dire plus, éloignez-vous de ma fenêtre, ne frappez pas à ma porte, je veux être toute seule, disons. Et alors ce qui est curieux, c'est l'histoire de l'œil gauche me saute, la chair commence à tomber. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut dire que elle est plus aussi jolie qu'avant, autant en forme qu'avant, et que donc il est allé voir ailleurs. Voilà. Alors, ce que je voudrais que vous remarquiez ici, c'est son jeu, c'est pas un vrai jeu de scène, mais l'expression de son visage quand elle chante, c'est vraiment extraordinaire. It's not the TV blues this time. It's the original Black Snake blues. Thank you. Never blowed before. Say some black snake been leading my rider every crime. Lord, I mean, some black snake been leading my rider wrong. You can tell by that I ain't gonna stay here long. Say my left eye is jumping, my flesh began to crawl. Say my left eye keeps on quivering, my flesh began to crawl. I'll bet you my last dollar there's another woman kicking in my soul. I ain't gonna tell you no more. Ain't gonna tell you no more.
like they tried to do. Ici, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est, je ne sais plus de quand est cette vidéo, cet enregistrement, mais la guitare est électrifiée, donc on est forcément après les années 50 ou 60. C'est plus, comment dire, c'est plus le blues qu'on connaît, non? Il y a une autre dynamique et c'est plus ce qui a été transmis par les blues à la guitare, avec la guitare. Et en plus, la structure ici, c'est vraiment le blues en 12 mesures. Et voilà, donc on s'y retrouve peut-être un petit peu mieux dans ce style-là que dans les premiers enregistrements. Donc, je vais terminer avec ces divas par une femme qui était à la fois chanteuse et guitariste. Et elle, justement, est une des premières qui a électrifié sa guitare. Et elle s'appelle Rosetta Tharpe. Et elle est une figure pionnière électrifier la guitare, ça a été tout un monde. Enfin, c'est une transformation de la musique complètement. Et on la considère comme la marraine du rock and roll un petit peu. C'est elle qui a donné les premières bases, semble-t-il, au rock and roll. Donc c'est la transition. Le blues, c'est vraiment la musique c'est la première musique non seulement américaine, mais afro-américaine, mais américaine. Et c'est ce qui a permis la construction du jazz d'un côté, puis après du rock and roll, et puis après du soul et de rhythm and blues. Tout est toujours lié au blues. C'est la base, c'est la racine, disons. Et donc elle est plutôt, au départ, elle chante plutôt à l'église avec sa famille, et elle... Oui, voilà, il y a un livre d'un auteur français qui s'appelle Jean Buzelin, dont le titre c'est Rosetta, la femme qui inventa le rock'n'roll. Donc vous voyez que lui, il a écrit tout un livre là-dessus. Et donc elle est fille de métayer, de fervent croyant, et à 6 ans, elle se met déjà à interpréter le gospel, et elle apprend la guitare. Donc très très tôt, on se rend compte qu'elle sera une future musicienne et une grande musicienne. C'est le label Decca qui va lui demander d'enregistrer. Elle a 23 ans et elle a des titres dont Rock Me qui deviendra un de ses tubes. Ce que je vais vous montrer ici, c'est quelque chose que j'adore. Je peux regarder cette vidéo 10 fois de suite. Il y a quelque chose qui me touche énormément. Une chose qui me fait peur aussi, c'est qu'elle joue de la guitare, il pleut des cordes, et elle a le fil électrique de la guitare, qui traîne dans une flaque d'eau, c'est-à-dire qu'elle pourrait être électrocutée à tout moment, mais bon, soit les gens à l'époque ne savaient pas, ou s'en fichent, je ne sais pas, mais vous verrez que c'est assez impressionnant. Donc, grande carrière, et son instrument, ça sera la guitare électrique. Donc ici, Rosetta Tharpe avec sa guitare, et c'est la dernière vidéo que je vous montre. Didn't it rain? Est-ce qu'il n'a pas plu? Let me tell you something. Uncle Joe, it's raining and the people are so trying to stay in the house. And I'm afraid it is. Oh, it makes me feel happy. Oh, yeah. Just to know we can start in the rain and sing. And the people are so sweet to stay here. Oh, it gets sweet. And I come in on a... Yeah. Let me tell you what I come in on. Oh, yeah!
And when I get to heaven, gonna put on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up David in the heat of the day, tune up a harp and begin to play. I know it rain, you know it rain. Oh, how it rain, rain too long, all night long. Rain, 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 rain. Didn't it rain, children? Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did, or didn't it? Oh, my Lord, how it rained. Take on more, but no cried out, my friends. The angel's got the key and you can't get in. I know it rain, you know it rain. Rain too long, all night long. Rain all day, rain all night. Rain, 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 rain. Rain, 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 rain. Rain, children. Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did, or didn't it? Oh my Lord, how it rained! Elle s'appelle... Ah, ça marche là? Oui. Rosetta Tharpe. Je peux revenir à son... Voilà, elle était née dans l'Arkansas et elle... donc travaille beaucoup. Elle travaille aussi en Europe, hein, parce qu'à un moment, comme elle et une amie chantent ensemble et elles chantent un peu trop de blues alors qu'elles étaient plutôt à chanter du gospel avant, on leur coupe un peu le marché, on arrête de les enregistrer, on arrête de les engager. Donc Rosetta Tharpe décide de partir en Europe et elle trouve un public, notamment en France. Elle a été oubliée, hein, avec une mort prématurée à l'âge de 58 ans, mais finalement ses disques ont été réédités et on reconnaît donc son apport au rock'n'roll, hein. Là c'est assez évident. Donc voilà, c'était un peu madame de transition. Alors finalement, donc pour terminer, les femmes, est-ce que ce sont des muses? Ce sont des muses parce qu'elles nous inspirent, parce qu'elles sont fantastiques, elles ont... je sais pas, elles sont des guerrières, c'est les guerrières du blues, enfin, c'est les guerrières du monde du business de la musique qui est tellement difficile. C'est des femmes qui gèrent leur carrière, qui gèrent leurs orchestres, qui gèrent tout ça. Ce sont des grands personnages, hein. Alors oui, elles ont été finalement des inspiratrices, mais effectivement elles-mêmes des artistes qui ont parfois donc créé leurs propres paroles de chansons, pas toutes, mais quand même beaucoup, et puis travaillé en collaboration. Elles ont finalement aussi été des pionnières dans le sens où, au travers de ces chansons, elles ont quand même exposé des choses qui sont pas toujours simples, comme ces histoires de jalousie et d'être abandonnées, d'avoir peur, etc. Elles ont vécu des vies sentimentales assez libres, hein, très sans carcans moraux. Elles ont fait sourire, elles ont fait pleurer des milliers d'âmes blessées aux États-Unis, dans la communauté des Afro-Américains. Et elles ont participé à cette diffusion du blues au moyen de ces disques d'abord et de la radio dans toutes les villes industrielles du Nord. Et donc à faire entrer toute cette histoire qui était plutôt une histoire du Sud dans le monde du Nord, les États-Unis. Et voilà, moi je connaissais les 3 premiers noms, franchement, mais j'ai découvert un peu toutes ces autres chanteuses grâce à cette conférence. Et je trouve que bon, elles ont un charme, une force incroyable. Voilà.
Voilà. Si vous avez des...